tous ce soir dans les titres de l'actualité. Mercredi, après le Conseil des ministres, le chef du gouvernement s'est offert une balade lagunaire. Robert Begré-Mambé est allé constater de près les sources et la cause réelle de mauvaises odeurs. Il s'est engagé à trouver des solutions durables pour redorer le blason du bassin qui participe à la beauté d'Abidjan. Chez les fidèles chrétiens, le Christ est monté au ciel ce jeudi, marquant la commémoration de la fête de l'Ascension. Célébrée 40 jours après la Pâque, elle fait émerger la force de l'espérance qui soutient le chemin de la vie, même quand il est éprouvant. À Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, les fidèles chrétiens étaient à la fête. Et puis, nous verrons dans cette dernière édition comment s'organise la scène politique dans notre pays à un peu plus d'un an des élections générales de 2025. Les différents partis politiques comme le PDCI, RDA ou encore le PPACI et le FPI se préparent à la reconquête. C'était une balade en nauséabond. Nouvelle édition sur RTI 1. Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité. Mercredi, après le Conseil des ministres, le chef du gouvernement s'est offert une balade lagunaire. Robert Begré-Mambé est allé constater de près les sources et les causes réelles des mauvaises odeurs. Il s'est engagé à trouver des solutions durables pour redorer le blason du bassin qui participe à la beauté d'Abidjan. Chez les fidèles chrétiens, le Christ est monté au ciel ce jeudi, marquant la commémoration de la fête de l'Ascension. Célébrée 40 jours après la Pâque, elle fait émerger la force de l'espérance qui soutient le chemin de la vie, même quand il est éprouvant. À Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, les fidèles chrétiens étaient à la fête. Et puis, nous verrons dans cette dernière édition comment s'organise la scène politique dans notre pays à un peu plus d'un an des élections générales de 2025. Les différents partis politiques comme le PDCI, RDA ou encore le PPACI et le FPI se préparent à la reconquête du pouvoir. De son côté, le RHDP tente de consolider ses acquis. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. C'était une balade en eau nauséabonde. Mercredi, le Premier ministre a visité le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Robert Begré-Mambé est allé lui-même constater les sources d'émanation de mauvaises odeurs autour de la lagune ébriée et sur le bassin central d'Abidjan. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Hydraulique. Le compte-rendu d'Herman Guibé. Plan d'eau lagunaire abidjanais, vue magnifique pour tout visiteur qui s'y hasarde. Seul bémol, l'action nocive de l'homme contraste avec ce paysage idyllique du fait de la pollution de ce plan d'eau lagunaire. De mauvaises odeurs parviennent jusque dans les ménages et portent ainsi atteinte à la beauté de ce paysage. Les risques de maladies sont tout aussi importants et la beauté de l'image de ces oiseaux qui volent au-dessus de ce plan lagunaire n'enlève rien à la réalité. Pour mesurer l'ampleur de la situation, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, accompagné des ministres de l'Environnement, Jacques Assaoré-Conan, et de celui de la Salubrité, Boaké Fofana, s'offre un tour d'horizon de ce plan d'eau lagunaire. Le constat n'est guère reluisant. Déchets domestiques en tout genre et pollution à grande échelle animent le quotidien du plan d'eau lagunaire abidjanais. Une offensive est d'ailleurs menée pour tenter de lutter contre l'agression olfactive provoquée par ces détritus. Ici, au canal d'Anoumabo, en vie pure, une entreprise propose son expertise pour la maîtrise des nuisances olfactives pour la baie de Cocody. Un système intelligent ventile de bonnes odeurs comme pour masquer le véritable parfum que dégagent les lieux. Des solutions, le gouvernement se propose d'en trouver, sinon de les amplifier,
afin de rendre au plan d'eau lagunaire abidjanais ses plus beaux parfums. Après notre constat, nous voyons que la lagune est agressée par plusieurs types d'ennemis. Des ennemis naturels et des ennemis issus de l'activité de l'homme. Quand la lagune reçoit des eaux usées qui ne sont pas traitées, ça absorbe l'oxygène contenu dans l'eau. Et ça nous donne les résultats que nous avons constatés il y a quelque temps où les poissons sont morts en grand nombre. Parce que là, comme le ministre de l'Environnement et celui de la CNUSA vous l'ont dit, c'est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. L'agression liée à notre indiscipline, malheureusement, qui conduit la lagune à être un dépotoir pour tous les déchets plastiques. Vous en avez vu plein sur la lagune. Quand on a regardé tout cela, à chaque agression, nous avons à trouver une réponse. Et c'est ce que nous allons faire avec les ministres. Après avoir rendu compte au président de la République, nous allons trouver des solutions une par une et en toute sérénité pour offrir aux Ivoiriens un tableau extraordinaire de cette lagune. Cette lagune est une grande richesse. Nous devons la protéger. C'est l'objet de la visite. Et nous allons faire des études pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Et la lagune sera autre chose, je peux vous garantir cela. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé marque ainsi son engagement à faire de la ville d'Abidjan une véritable perle des lagunes. La Côte d'Ivoire renforce sa stratégie de lutte contre la criminalité. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a défendu hier mercredi 2 projets de loi devant la Commission des Affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le premier projet de loi vient modifier la loi portant code pénal, quand le second projet de loi vient changer la loi portant code de procédure pénale. Les détails avec Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire renforce son arsenal juridique afin de lutter convenablement contre les faits de blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme. Cette volonté de l'État ivoirien implique la modification de certaines lois, notamment la loi portant code pénal, adoptée en 2019, et la loi portant code de procédure pénale, adoptée en 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présente les projets de loi de modification de ces 2 textes à la Commission des Affaires générales et institutionnelles. Il a été décidé de modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal à l'effet donc de réformer le régime de la confiscation des biens et le régime des saisies des biens des criminels. À côté de cela, ces modifications ont permis d'introduire dans le corpus législatif pénal ivoirien les nouvelles techniques d'enquête au profit des agents enquêteurs pour leur permettre de lutter plus efficacement contre ces criminels qui sont à la base donc de ces infractions. Les modifications apportées concernent également l'intégration de nouvelles infractions dans le code pénal. L'utilisation des militaires, des gendarmes, des agents de police, des agents de la douane, des agents des eaux et forêts, des agents de l'administration maritime, des agents de l'administration pénitentiaire, à des fins de sécurité privée ou d'escorte, constitue une infraction qui sera dorénavant réprimée. La modification introduite dans le code pénal porte également sur le fait que la substitution d'enfants ou la supposition d'enfants par une femme qui n'a pas accouché constitue dorénavant une infraction. Nous avons profité de la modification que nous proposons aux députés pour réprimer la torture. Les faits de torture seront dorénavant sévèrement réprimés. Les 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Direction la commune d'Atekoubé pour célébrer à présent la fête de l'Ascension chez les fidèles chrétiens. L'événement s'est déroulé dans une ferveur particulière à la paroisse Saint-Joseph à Artisan. Un événement célébré avec faste, louange, adoration et surtout beaucoup de méditation. Le compte-rendu de Michel Mambo. Liesse populaire à la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Atekoubé. Les fidèles, avec à leur tête le député maire Paulin Claude Danhaut,
commémore la fête de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. Dans son homélie, le père Assis-René, vicaire de la paroisse Saint-Joseph Artisan, a exhorté les fidèles à demeurer fermes dans la foi et à être des chrétiens à l'image du Christ. Monté au ciel pour leur préparer une place auprès du Père, le Christ part mais ne les laisse pas orphelins. Il leur enverra l'Esprit Saint dans 10 jours. Ce sera la Pentecôte qui clôt le temps pascal qui aura duré 50 jours. Le Christ s'est aussi élevé dans le ciel de Boaké. La célébration aura permis aux fidèles de renouveler leur foi chrétienne tout en espérant la vie éternelle dans le royaume des cieux. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. L'Ascension, fête chrétienne célébrée le 40e jour après Pâques. Elle représente la dernière rencontre entre Jésus-Christ et ses disciples avant son élévation. Cette période est une occasion pour Lydie de renouveler sa foi par l'intercession de la Vierge Marie auprès de son Fils Jésus. C'est une joie pour moi de voir que le Christ monte pour apprêter, pour préparer une place pour moi auprès du Père Céleste. Donc c'est une grande joie pour moi, l'Ascension. Une célébration qui renforce la foi des fidèles chrétiens dans l'espérance de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Le chrétien qui aime son frère, qui est prêt à donner sa vie pour l'autre, c'est-à-dire comprendre l'autre, se rapprocher de l'autre, c'est en train de faire le travail de Dieu. Et là, Dieu nous donne la récompense qu'il accorde à tous ceux qui croient en lui. Quand tu vas finir ta mission sur la terre, tu rejoins également Dieu dans son paradis. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle aux fidèles, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est une des recommandations du Christ à ses apôtres, afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Jésus, avant de repartir vers le Père, il donne le pouvoir à l'homme de poursuivre cette évangélisation à travers le baptême, également à travers cette bonne nouvelle qu'on va annoncer aux chrétiens. On pourrait également faire des exploits. L'Esprit Saint permet également aux apôtres d'avoir la force de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux chrétiens. À la différence de l'Assomption, qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel, l'Ascension célèbre la montée de Jésus vers son Père. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard. Autre chose à présent, en mission à Monaco, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel multiplie les rencontres. Le docteur Eugène Aka Awele veut tisser de nouveaux partenariats afin de renforcer la qualité des services du CESEC en principauté. Il a échangé avec la ministre des Relations extérieures de la petite ville-État. Les deux personnalités se sont accordées à travailler ensemble. Envoyé spécial à Monaco, Walter Amadou Ouattara. Le docteur Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC au ministère d'État monégasque, en charge des relations extérieures et de la coopération. L'hôte du jour sollicite le soutien de la première responsable des lieux afin de garantir le succès des futurs projets susceptibles d'impacter positivement l'excellent niveau des relations bilatérales. Nous avons pu rencontrer notre homologue de Monaco. Il était donc normal que nous venions également saluer celle qui reçoit les propositions du Conseil économique, social et environnemental afin de changer sur la bonne manière de faire aboutir ce type de relations que nous pratiquons également chez nous. Donc je suis particulièrement heureux que nous ayons eu ces entretiens et qui pour nous est le point de départ du renforcement de la coopération entre notre institution et les institutions de la principauté de Monaco. Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures de Monaco, se félicite de la volonté mutuelle exprimée en faveur du développement. La Côte d'Ivoire et la Principauté, nous avons des liens très étroits et d'amitié. Depuis 2015, nous avons ouvert les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est une façon de renouveler et de renforcer ces liens
par la visite de Monsieur le Président, qui rencontrera également des entités de la Chambre de commerce de Monaco, et ça permettra d'explorer de nouvelles pistes, en tout cas je l'espère, de développement de ces liens. Cette rencontre est également mise à profit par la délégation ivoirienne pour s'inspirer des atouts environnementaux dus au comportement citoyen des Monégasques. La principauté de Monaco est une référence en matière d'hygiène urbaine. Et ici, en Côte d'Ivoire, il s'est ouvert ce jeudi 9 mai à Guiglo, le forum régional des femmes et filles de la région du Cavally. La rencontre permettra de renforcer le leadership féminin en vue d'une participation pleine et efficace à la vie des collectivités territoriales et au développement de la région du Cavally. Les activités vont durer 3 jours et au moins 200 femmes se verront renforcer leurs capacités sur des questions d'autonomisation. La présidente du conseil régional du Cavally, Anne-Désirée Ouloto, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Didier Nguessan. 111 organisations féminines opèrent pour la plupart dans l'agriculture, mais aussi dans le renforcement de la cohésion sociale et le développement. Les opératrices économiques, identifiées essentiellement dans l'informel, autofinancent leur commerce et seulement 10% ont recours aux microfinances et 3% bénéficient de subventions. Ce sont là les principaux résultats préliminaires de la cartographie des besoins des femmes du Cavally. Ils ont été présentés à l'ouverture du Forum régional des femmes et filles du Cavally, une initiative du Conseil régional soutenue par les partenaires au développement, UNFPA et ONU Femmes. Nous sommes, en tant qu'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, nous nous engageons à soutenir cette initiative, à nous inscrire résolument dans cette démarche qui est à la fois scientifique, politiquement correcte et socialement pertinente. Le 8e programme de coopération entre UNFPA et le gouvernement de Côte d'Ivoire 2021-2025 fait de la question de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille un axe majeur d'intervention en lien avec les priorités du gouvernement qui sont déclinées dans le plan national de développement 2021-2025. UNFPA soutient cette dynamique par la mise en place de 2 espaces amis des femmes et l'installation de 4 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre dans 4 départements de la région, Guiglo, Blolequin, Toulepleu et Taillé. En vue d'améliorer la condition féminine dans la région, l'expert consultant de l'UNFPA, Mathurin Irier, recommande l'appui à la formalisation des activités, mais aussi des formations en comptabilité simplifiée, en vie associative et en entrepreneuriat. Le Conseil régional du Cavally, présidé par la ministre Anne-Désirée Ouloto, y travaille. Ce forum verra la mise en place du comité régional des femmes et des filles du Cavally, qui sera un organe consultatif et un outil d'aide à la prise de décision. Au sein de ce Conseil régional des femmes, qui se réunira de manière périodique, les préoccupations spécifiques des femmes et des jeunes filles seront discutées et traitées. La question de la scolarisation et de l'achèvement des études de la jeune fille. La problématique des grossesses précoces, l'épineuse question de la lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement des capacités des femmes et des filles de la région en matière de leadership féminin, de gouvernance politique, d'égalité de genre, de cohésion sociale et de consolidation de la paix au sein de la société. La première dame, Dominique Ouattara, marraine du forum, était représentée par sa conseillère, la sénatrice Chantal Poiti. Le ministre Seredo, président du conseil régional du Guémont, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, ont pris part à la cérémonie, de même qu'une forte délégation venue de la République sœur du Libéria, conduite par le vénérable sénateur du comté du Grand-Guébé, Zoé Emmanuel.
Je vous le disais en ouverture d'édition, 2025 c'est déjà demain et les partis politiques en Côte d'Ivoire de s'organiser pour les challenges à l'horizon. Le PDCI RDA, conduit par son nouveau président, déploie ses équipes de hauts représentants sur le terrain. En face, le PPACI annonce pour les mois à venir une grande convention quand le Front populaire ivoirien renforce la formation de ses membres. Au niveau du parti au pouvoir, le RHDP, l'heure est à la consolidation des acquis. Un dossier politique réalisé par Alexis Ouedraogo. Notre parti a besoin de 109 pour fonctionner et surtout aller aux élections donc, de 2025. En termes de mise en place progressive des différentes structures de notre parti, nous sommes à un niveau qui avoisine les 80%. La Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny était une Côte d'Ivoire moderne. Sous le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire sera un pays développé. Nouveau secrétariat exécutif pour le PDCI-RDA, organisation d'une convention au PPACI, formation de militants au FPI et consolidation des acquis au RHDP. À quelques mois de 2025, les états-majors des partis politiques se préparent. Pour Claude Prégnon, observateur de la scène politique ivoirienne, l'horizon 2025 motive chaque parti à s'organiser en fonction de ses objectifs et de son timing. On est à 19 mois des élections et vous savez que les partis politiques sont des organisations. En termes d'organisation, il faut effectivement se préparer et contribuer à avoir une performance plus importante au niveau même organisationnel. Claude Sailly est le secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande du RHDP. Le parti a fait il y a quelques mois sa petite toilette. La particularité du RHDP, qui est le parti du président Alassane Ouattara, c'est sa structuration, c'est la méthode. Le plus important pour lui, c'est le travail d'équipe. C'est l'ensemble et non pas un assemblage. Le RHDP, qui était un assemblage, est aujourd'hui un ensemble, c'est-à-dire un mixte cohérent de personnes, de visions, d'idées qui se mettent ensemble pour le bonheur, certes des militants, mais des populations vivant sur le sol ivoirien. Et la vision du RHDP reste unique. Vous savez, la Côte d'Ivoire, en dépit de tout ce que beaucoup de personnes disent, est redoutée. Elle est redoutée, elle parle peu, elle agit plus, elle est dans la pondération, elle est dans la modération, elle est dans la mesure à l'image du président Alassane Ouattara. Donc 2025 pour nous, c'est prolonger le bonheur des Ivoiriens. Ça part des restructurations qui ont été faites, mais qui vont encore être faites, qui vont être approfondies, qui vont être bétonnées, qui vont être renforcées, de sorte à ce que les adversaires comprennent qu'il y aura certes la personnalité du président Alassane Ouattara, mais qu'il y aura plusieurs petits Alassane Ouattara qui apparaîtront de partout, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans tous les départements, dans tous les villages. Et si nous arrivons à nous démultiplier ainsi, nous ferons de la Côte d'Ivoire un très grand pays. Au PDCI RDA, place est à l'organisation. Denis Cazion fait partie des nouveaux hauts représentants mis en mission. Le premier acte de restructuration a été donc la décentralisation du parti avec la mise en place des hautes représentations du parti dans 14 districts de Côte d'Ivoire et puis une autre haute représentation à l'extérieur. Ces hauts représentants aussi vont faire ce qu'on appelle la déconcentration. Le PDCI-RDA a perdu donc le pouvoir d'État depuis 25 ans. Nous sommes à l'opposition. Nous sommes donc en train de nous organiser derrière donc le président Thiam. Et leur mission sur le terrain s'enchaîne. Et nous partons donc en séminaire pour faire l'état des lieux de nos délégations départementales et communales, pour voir quel programme d'activité que nous devons élaborer et surtout comment nous y prenons pour que l'identification ait une réussite chez nous et que la prochaine révision de la liste électorale soit aussi un succès. Pour le PPACI, après la reconfiguration de sa structure interne, le parti investit le terrain lui aussi et s'apprête pour sa convention. L'ensemble du parti, la direction et les structures de base, on a un slogan, un leitmotiv, cap sur 2025. Eh bien, nous voulons axer notre action politique sur l'être humain.
Nous sommes un parti socialiste et nous pensons que la meilleure richesse d'une nation, c'est la population, d'abord. Nous avons une vision, nous avons un programme que nous sommes en train d'actualiser. Il y a une équipe qui travaille là-dessus. Et lorsque ce sera prêt, on pourra le divulguer et le mettre à la disposition de tous les médias et du grand public. Pour le politologue, il faut bien noter que la démarche du parti au pouvoir et celle de l'opposition restent différentes. L'opposition a d'abord tenté de choisir le leader. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était plus important pour l'opposition, c'est de trouver leur leader, celui qui va le conduire aux élections de 2025. Le parti présidentiel consolide parce qu'il y a une différence au niveau de la méthode, au niveau de l'organisation. Une chose demeure toutefois de part et d'autre pour 2025, une approche apaisée. On peut être rassuré que 2025, il y aura des élections apaisées, des élections de paix. En tout cas, si on s'en tient à la position officielle des partis ou bien des acteurs politiques en situation pour 2025. Désormais, se tient à l'horizon de la scène politique ivoirienne, la présidentielle 2025. Mais avant les joutes électorales 2025, la population de la région des Grands Ponts salue les actions de développement réalisées en leur faveur. Notre reporter Souleymane Donissongou est allé à leur rencontre à Adabou, à Grand-Laou et aussi à Jacquesville. Les réjouissances se tiendront le 11 mai prochain. Voici son reportage. Les populations de la région des Grands Ponts reconnaissantes au président de la République. Certains commerçants expriment leur satisfaction. Avant, on était au bord de la route. On était au bord de la route, donc maintenant on est dedans, donc c'est encore mieux, c'est nous-mêmes notre sécurité encore. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça, sûrement, il ne peut pas mentir, ça va. Quand les voitures gazent, souvent nous-mêmes on prend les plats et puis on court pour aller derrière les voitures, aller vendre et puis on revient. Non seulement on était trop proche de la route, ce n'était pas bien. Et puis les voitures avaient les problèmes pour garer. Quand d'autres gars comme ça, ils débattent parce qu'ils disent qu'il peut y avoir accident. Ils arrivent à bien garer pour faire achat, ils descendent, ils viennent faire achat. Donc on peut dire ça va. On remercie vraiment le président. Il a bien fait pour nous. Usagers, automobilistes, ils témoignent tous des avantages et de l'impact de la nouvelle voirie et la réalisation des tronçons Sangon-Dabou, Grand-Laou, Jacquesville, San Pedro sur les activités économiques et commerciales. Avant, c'était dit, quand tu partais à Dabou, quand il y a un gros camion devant toi, vous êtes obligé de se suivre jusqu'à Dabou là-bas. Mais tellement, non. À 5 minutes, tu es déjà à Dabou. La route est bienvenue parce que nous constatons qu'aujourd'hui, l'accès est très facile. La transaction est très facile. En 40-50 minutes, c'est 30 minutes déjà, tu es à Abidjan. Quand je vois la voie élargie, vraiment, je suis contente. Je suis très contente. Parce que contrairement à l'ancienne voie, il y avait trop de soucis de circulation, trop d'embouteillages, ce qui freinait un peu nos activités. Garant des traditions et des valeurs, les chefs coutumiers et religieux soutiennent l'initiative et saluent les actions de développement réalisées dans la région. Pour le bien-être de nos populations, il y a d'abord l'eau courante. Nous avons un château d'eau. Ensuite, il y a le collège de proximité qui est ouvert depuis 2 ans. Ensuite, nous avons le centre de santé qui est en construction. Vraiment, un grand merci au président de la République. Puisque nous savons que c'est grâce à sa clairvoyance que vraiment Dieu a pu bénéficier de tout ça. Il faut qu'on parte pour lui dire merci. Ce grand chemin qu'il y a eu à Laou, toutes les voies sont ouvertes, les villages sont électrifiés, il y a un peu de l'eau, il y a de l'eau partout, pour qu'on n'ait pas lui rendre hommage. La cérémonie d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État est prévue se tenir ce samedi 11 mai à la place Henri-Konan Bédié de Dabou. Et puis, il est bon de savoir que le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo, a eu une séance de travail avec ses nouveaux collaborateurs. Ces derniers auront pour mission de travailler en étroite collaboration avec le ministre gouverneur pour le rayonnement d'Abidjan. Ils devront faire de leur cheval de bataille le bien-être des populations. C'est le vendredi 3 mai dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Le diplomate Idrissa Traoré est en fin de mission en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc. Il a été décoré Grand Cordon du Wissam Al-Alaoui, une distinction honorifique du Royaume chérifien pour le travail abattu par le diplomate durant ses 11 dernières années de mission. La cérémonie s'est tenue à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Un reportage de Carmel Dia et Mahama Traoré.
Idrissa Traoré fait grand cordon du Wissam Al-Alaoui par le Royaume du Maroc. Il reçoit ses attributs lors d'une cérémonie organisée en son honneur à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Cette distinction récompense le travail abattu par l'homme durant 11 années à la tête de la chancellerie ivoirienne au Maroc. Un moment de convivialité qui a rassemblé des personnalités venues célébrer ce diplomate chevronné, parmi elles des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique. Prenant la parole, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire n'a pas manqué de traduire ses remerciements à l'ambassadeur Idrissa Traoré au nom de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Cette décoration est bien plus qu'une simple reconnaissance de services rendus. Elle incarne les liens forts et durables qui unissent nos deux nations. L'ambassadeur Traoré a été un véritable artisan de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, travaillant sans relâche pour renforcer la coopération bilatérale, promouvoir les échanges culturels et renforcer les liens économiques entre nos deux peuples. En retour, le diplomate a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour avoir placé sa confiance en lui 11 années durant. Tout ce que vous avez évoqué n'a été possible que grâce à deux grands hommes d'État, son Excellence M. Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI. Nous ne pouvons que nous en réjouir, Monsieur l'ambassadeur, du travail que nous avons abattu ensemble. Je ne saurais terminer sans vous prier de bien vouloir traduire à Sa Majesté ma profonde gratitude pour l'honneur qu'il me fait. C'est en 2012 qu'Idrissa Traoré a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc par le président Alassane Ouattara. Il est en fin de mission depuis 2023. Le grand cordon du Wissam Al-Alaoui est l'une des plus hautes distinctions honorifiques du Maroc. Il est décerné par le roi aux personnalités nationales et étrangères ayant rendu d'éminents services au Royaume du Maroc. Hors de nos frontières, il s'est ouvert ce jeudi à New York la 19e session du Forum des Nations Unies sur les forêts. Aux États-Unis, le ministre des Eaux et Forêts a partagé la vision de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la déforestation et la dégradation des sols. Laurent Tchagba a aussi appelé les Nations Unies et les partenaires à soutenir la mise en œuvre de la politique nationale. Kolo Koulibaly et Zakaria Traoré sont nos envoyés spéciaux. Le monde est face à une tendance persistante au déboisement et à la dégradation des sols. Les ressources financières pour la conservation se font aussi rares. Pourtant, 25% de la population vit grâce à la forêt. Il est donc nécessaire d'accélérer les efforts pour une gestion durable des forêts et la réalisation de la sécurité alimentaire d'ici à 2030. Ici à New York, aux Nations Unies, le ministre Laurent Tchagba a pris la parole pour édifier l'Assemblée sur les actions de la Côte d'Ivoire en lien avec ses partenaires pour atteindre cet objectif. Je reste convaincu que l'avènement de cette stratégie permettra à mon pays d'entamer sans délai son programme de restauration des forêts qui va reconstituer à l'horizon 2030 environ 3 millions d'hectares de forêt. Pour rappel, la politique forestière met également l'accent sur l'impérieuse nécessité de garantir à la population la fourniture pérenne de produits forestiers de qualité issus d'une production durable. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a élaboré en plus la stratégie de valorisation des produits forestiers. Atteindre 3 millions d'hectares de forêt, soit 20% du territoire, une politique soutient cet objectif et nécessite l'implication des partenaires dans la mobilisation des ressources financières, d'où cet appel de Laurent Tchagba. Nous avons fait appel à l'appui complémentaire du FNUF, à l'appui complémentaire du PNUD et au soutien de la FAO pour que ce qui reste à faire, le PNUD, le FNUF et la FAO puissent nous aider à mobiliser des ressources pour accompagner la Côte d'Ivoire. Parce que il nous faut 616 milliards, c'est 35% que l'État doit mobiliser et 65% que le privé doit nous aider à mobiliser. L'État a déjà fait ses efforts. Face à ça, il faut faire bouger, n'est-ce pas, les 65% du secteur privé et des partenaires. Un appel à la mobilisation des fonds que soutient la 19e session du Forum des Nations Unies sur les forêts. Le FNUF a insisté sur l'urgence d'agir pour sauver les forêts et restaurer les sols, un moyen de lutte contre la pauvreté dans le monde.
Et ici en Côte d'Ivoire, les préparatifs des obsèques du président Henri Konan Bédié vont bon train. Le comité d'organisation et le cadre de district autonome de Lac élargi à la chefferie traditionnelle se sont rencontrés à cet effet. On en parle avec Éric Goré. Décédé le 1er août dernier, les obsèques du président Henri Konan Bédié débuteront le 19 mai prochain selon le comité d'organisation. Les obsèques se feront en 2 phases, à Abidjan puis à Daoukro, sa ville natale. C'est pour le succès de cet hommage national que le comité d'organisation multiplie les rencontres afin de donner la bonne information. Le comité d'organisation des obsèques du président Henri Konan Bédié échange ici avec les cadres du district autonome des Lacs et la chefferie traditionnelle, avec à leur tête la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. L'ambassadeur Youssouf Bamba, membre du comité d'organisation, donne quelques temps forts de ces obsèques. Le jeudi 23 mai 2024 sera procédé à la levée du corps officiellement à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, de 8h à 10h55. Vendredi 24 mai, ça c'est l'hommage de la République, la partie officielle. Parce que le président Bédié, en tant qu'ancien président de la République, va recevoir, le président Alassane Ouattara a décidé qu'on lui fasse des obsèques nationales. Le dimanche 26 mai sera procédé au transfert de la dépouille mortelle à Daoukro. On va utiliser l'itinéraire que le président Bédié avait l'habitude d'utiliser lorsqu'il se rendait à Daoukro et revenait à Abidjan. La partie donc traditionnelle aura lieu donc du lundi 27 mai au jeudi 30 mai. Chaque jour, les passages sont prévus de 10h à 15h. Le dimanche 2 juin, l'inhumation se fera dans la plus stricte intimité familiale. Cet hommage va au-delà des appartenances politiques et religieuses, selon la ministre Raymond Goudou Kofi. Je voudrais vous rappeler 2 phrases que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a dites lorsqu'il a reçu la famille qui est venue, comme on fait de façon traditionnelle, annoncer le décès. Il a dit qu'il prendra sa part en tant que jeune frère, n'est-ce pas, personnellement, du président Henri Konan Bédié, mais également que l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, allait prendre une grande place dans ces obsèques. Nous sommes aussi, faisons partie de l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avons également, quelques cadres ont souhaité poser la question donc, à l'ambassadeur Youssouf Bamba, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on sent plus un parti par rapport à un autre. Moi, je dirais que les réponses que l'ambassadeur nous a données nous ont satisfaits. Nous allons prendre toutes nos places sous les différentes entités que nous représentons. Henri Konan Bédié a dirigé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, pendant une trentaine d'années. Il a gouverné la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Et on termine avec cette dernière information. Le vol HC 301 d'Air Sénégal opéré par un Boeing de Transair en partance pour Bamako a fait une sortie de piste lors du décollage de l'aéroport international Blaise Diagne près de Dakar vers 1h15 ce jeudi. À bord se trouvaient 85 personnes dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel navigant en cabine. L'incident a fait une dizaine de blessés dont 4 graves parmi les 79 passagers. Le pilote, explique le gestionnaire de l'aéroport qui a été un temps fermé au vol avant de voir la reprise du trafic un peu plus tard, autour de midi. Et ça sera tout pour ce soir. L'info revient demain matin à 6h30 avec nos amis de la matinale. Quant à moi, je vous retrouve demain à 23h pour une nouvelle session de l'actualité. Bonsoir.